Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière concernant l'Angleterre et ses dérives nationalistes, ainsi que son roi Charles III, dont Jean-François Carracci nous dresse un portrait alternatif intéressant. Écoutons-le. Une grande foule en Angleterre le week-end dernier a manifesté contre l'invasion de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne par des minorités extrêmement turbulentes et violentes. Qu'on soit pour ou contre le nationalisme, il y a un moment donné où le nationalisme a du sens, répond à une logique. Je ne vais pas jouer aux patriotes en faisant ce podcast, c'est absolument pas mon objectif. Bien qu'aristocrate de sensibilité droite sociale, je n'ai pas à faire du prosélytisme politique. Ce qui est certain, c'est que ce que je dis depuis des mois sur l'Angleterre, en particulier sur Charles III d'Angleterre, mon cousin issu de Germain, est une réalité, c'est que l'Angleterre sombre et son roi ne fera rien pour sauver cela, parce que Charles III d'Angleterre est un homme qui ne vaut rien, qui a une vie secrète sordide, avec Jimmy Savile, entre autres. Et donc, on se rend compte que en royaume comme en république, quand au sommet de l'État, la personne qui a été choisie, soi-disant librement ou par droit de naissance, eh bien, peut être le pire danger pour une population. J'avais dit, par exemple en France, imaginez si nous avions un président fou, toute ressemblance avec la réalité, bien sûr, ne serait que fortuite, mais imaginons qu'on élit un président où on aurait élu un président qui s'est avéré être fou, mais vraiment fou, c'est-à-dire quelqu'un de dangereux, pas juste quelqu'un d'original ou de fantasque, ou dont on ne comprendrait pas la subtilité de l'intelligence suprême, mais quelqu'un de fou, quelqu'un qui aurait passé une partie de son enfance dans un centre pour gamins en retard d'éveil, un gamin de 14 ans qui aurait fait une mauvaise rencontre lors de son parcours scolaire, etc. Toute ressemblance, bien sûr, avec la réalité n'est que erreur d'appréciation. Et donc, on est dans une situation où, en Angleterre, la reine Elisabeth, qui se retrouve sanctifiée par le bonheur du décès, eh bien, est une femme qui a tout fait pour que le prince Andrew et le roi Charles ne sombrent pas dans l'affaire Epstein, à tel point d'ailleurs que il n'y a plus d'affaire Epstein. Au final, toutes les victimes, tous les témoins, toutes les preuves n'existent pas, n'existent plus, ou n'ont jamais existé. Pourtant, de très grands journalistes du Washington Post, du New York Times, ou pareil en Europe, ont défini une potentielle réalité de faits qui ont bien eu lieu. En tout cas, c'est ce qu'on a cru à un moment donné. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Dans un podcast que j'avais fait sur la fabrique de la vérité, par le renseignement, on se rend compte à quel point la vérité n'est pas une variable d'ajustement, comme certains se plaisent à le dire. La vérité est la vérité. Après, on établit une variable d'ajustement dans la lecture de cette vérité, de cette réalité, parce qu'elle nous arrange ou elle nous arrange pas. Elle nous arrange pas à titre personnel, il faut vendre quelque chose. C'est ce que nous, on peut faire avec les autres, parfois avec nous-mêmes. Et que ce soit les individus ou les groupes d'individus, ça fonctionne de la même manière. Savoir qu'un État, en tant qu'entité juridique propre, fonctionne exactement de la même manière qu'un individu. C'est ce que m'avait expliqué Andreotti à l'époque. Il m'avait dit, regarde fonctionner un État, et c'est exactement comme un individu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en psychanalyse, en psychiatrie, en sociologie, un État fonctionne comme un individu. Un individu qui a souffert dans son enfance, un individu qui a été heureux dans son enfance, suivant l'éducation bourgeoise, populaire, de droite, de gauche, chrétienne, juive, maçonnique, musulmane, bouddhiste, eh bien vous aurez des comportements différents.
mais des comportements différents qui se répètent en permanence. Et c'est comme ça qu'en anthropologie, on peut distinguer telle et telle culture, pas culture inférieure ou supérieure. Je ne suis pas dans cette envie d'imaginer que des gens sont supérieurs aux d'autres. Il y a des gens qui sont faits pour s'entendre et d'autres pas, par contre. Attention, c'est-à-dire que moi, je ne prône pas le multiculturalisme ou l'intégration à tout va, parce que ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. On a beau aimer les autres, on a beau être ouvert aux autres, on peut vouloir le bonheur des autres sans forcément que les autres nous imposent leur malheur. Et c'est ça le problème. C'est qu'on peut être à la fois de gauche et de droite, et c'est ce que je crois être et que j'ai envie d'être jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire quelqu'un qui à la fois se méfie de l'autre et à la fois a envie d'aimer l'autre, et que l'autre, avec un majuscule, soit heureux, en paix, etc. Mais par contre, cet autre ne sera pas heureux, en paix et épanoui sur ma gueule, à mes dépens. Je cite souvent l'exemple de Sandrine Bignoli-Kerachi, qui joue à la grande chef d'entreprise à Montpellier, présidente des femmes chefs d'entreprise de Montpellier, quid de l'AICI Kerachi, de tous les fonds en écriture qui ont eu lieu depuis 20 ans, pour que je ne bénéficie pas de mes droits d'actionnaire et que je ne bénéficie pas de mes droits de fils de François-Joseph Kerachi. C'est pareil là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le narratif auquel on croit soi-même et auquel on veut faire croire. Le roi Charles III d'Angleterre, c'est ma famille. Si je critique Charles III, je critique mon sang. Mais sauf que dans des familles, il y a toujours des bons et des mauvais. Il y a l'oncle gâteau, il y a l'oncle pervers, il y a la grand-mère gentille, il y a la grand-mère psychopathe. Eh bien, cette partie-là de la famille, même s'il y a beaucoup de gens problématiques dans ma famille, eh bien, cette partie-là de la famille est un problème. Et les Anglais peuvent rester monarchistes, je leur en voudrais pas, mais s'ils pouvaient, à un moment donné, imaginer écrire leur futur avec quelqu'un d'autre, je les féliciterais, parce que c'est compliqué d'être monarchiste, d'y croire, et de tomber sur un enfant de putain comme Charles III d'Angleterre. L'État, c'est moi, forgeait Louis XIV, à travers cette citation royale. Nous pouvons nous rendre compte des liens ténus entre géopolitique et affaires d'État, comme le veut Jean-François Kerachi dans ses podcasts. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un autre épisode de La Sécurité.